L'adoption internationale, c'est des chiffres de 2012, concernait en France 1569 enfants et j'ai trouvé en Belgique 283. Ça baisse progressivement. Plus que les chiffres, ce qui est important, je pense, c'est cette proportion d'enfants à besoins spécifiques. Alors c'est un terme assez générique qui recoupe énormément de réalités différentes, mais qui fait que souvent les parents vont, pour reprendre l'expression de Winnicott, devoir être aussi les thérapeutes de leur enfant. Et vous voyez également que 30% des enfants ont maintenant plus de 5 ans, donc il y a de plus en plus aussi d'adoption à un âge plus tardif. Alors les spécificités de l'adoption internationale, elles recoupent les questions transculturelles, puisque un enfant adopté est un migrant, mais qui fait une expérience de migration singulière, puisque c'est le seul, le plus souvent de sa famille, qui va faire ce passage d'un monde à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un prénom à l'autre également parfois, souvent. Ce qui fait que, d'une part, il va arriver porteur d'une histoire au sein de sa famille, et il va aussi, au sein de sa famille adoptante, apporter l'altérité dans l'intimité même de la famille. Et donc, la famille va devoir intégrer, et l'enfant, ils vont devoir intégrer cette question de l'ailleurs, cette question de l'altérité, puisqu'elle va être part intégrante du lien filiatif. Il va falloir donc résoudre la question de la culture de naissance de l'enfant, et il va falloir pouvoir savoir raconter la culture de l'enfant. Parce que justement, donc, la place de la culture de naissance de l'enfant est un sujet extrêmement débattu dans la littérature, avec un contraste assez saisissant entre la manière dont elle est traitée outre-Atlantique et la manière dont on la traite ici. Dans la littérature francophone, globalement, on retrouve quasiment aucune trace de la question de l'identité culturelle ou de ces concepts anglo-saxons. Ce qu'on retrouve, c'est justement une mise en tension entre culture de naissance et inscription dans la filiation de la famille, ce qui fait notamment critiquer le droit aux origines. Par exemple, Lévi-Soussan considère qu'il y a danger à aller chercher l'origine, puisqu'il y a danger que l'enfant soit maintenu en position d'étranger au sein de sa famille adoptante et qu'on ne puisse pas lui transmettre l'histoire de sa famille. Alors qu'aux États-Unis, on retrouve le concept d'identité ethnique ou d'identité culturelle, l'identité ethnique étant plus dans une composante collective d'appartenance, et la notion également de compétence biculturelle, avec de nombreuses études, certaines contradictoires, mais qui globalement amènent à penser que ce concept et que d'aller rechercher l'identité ethnique chez un enfant adopté va être un facteur de protection dans son développement psychique et social. Alors évidemment, ce concept est extrêmement critiqué, il est statique, il est évidemment assez réducteur également, et surtout, il nous oblige à penser la question de l'identité fine et l'identité épaisse, pour reprendre une expression de Papendai, à savoir quelle est la part, justement dans les enjeux affiliatifs, quelle est la part de l'identité qui nous est prescrite par la société dans laquelle on se trouve, et donc quelle est la part pour l'enfant adopté de l'identité qu'il prend à être justement dans une situation de migration. Alors la question de la narrativité va occuper la clinique que je vais aborder, et on la retrouve notamment par Delécide-Perceval dans la question, justement pour résoudre la question du droit aux origines, où elle parle de droit à l'histoire et dit que justement il faut qu'un enfant puisse se raconter et qu'on puisse lui raconter son histoire, quelle que soit sa filiation. Il faut qu'il sache comment il a été conçu, comment il a été mis au monde, quelle que soit sa filiation. Donc notre position clinique et de recherche, elle recoupe un peu toutes ces idées, donc je ne reviens pas sur la filiation narrative, la narrativité et l'identité narrative. Peut-être juste vous dire que moi, ce qui m'aide à penser, c'est de me dire qu'on n'est pas dans une situation, un contexte d'adoption internationale, mais qu'on est dans un co-texte. Et que justement, ça va permettre de se dire, en utilisant un peu ces théories sémiologiques de lecture, qu'il va falloir intégrer toutes ces histoires pour coécrire une troisième histoire, et que justement, cette troisième histoire est nécessairement une histoire de métissage, dont Marie-Rose a déjà parlé, métissage donc de l'identité, métissage de la famille, avec donc ces questions qui ont déjà été abordées également, de filiation et d'affiliation. De ce fait, dans nos recherches autour de l'adoption internationale,
on va souvent avoir recours à la méthodologie qualitative, c'est-à-dire que, puisque vous le voyez, il y a des positions théoriques très diverses dans la littérature. Ce qu'on va chercher à faire dans nos recherches, et je vais vous en présenter très brièvement deux, c'est d'aller rechercher le récit et l'expérience subjective des parents et de l'enfant. Alors, la première étude qualitative dont je voulais brièvement vous parler et surtout vous donner quelques résultats, c'est celle qui a été menée par Caroline Ponvert, qui a soutenu sa thèse très récemment, sur les représentations parentales des parents adoptants à l'international. Alors, représentation parentale, pour le définir vite, ce seraient les filtres psychiques qui permettent aux parents de penser, d'écrire, comprendre l'enfant. Alors, donc, Caroline Ponvert a été interviewée 12 parents pour justement explorer, avec notamment donc une démarche qualitative avec un entretien semi-structuré, la question de ces représentations parentales, et elle retrouve donc ces 4 grands types: la sécurité interne de l'enfant, sa personnalité, sa place dans la famille et ses origines, avec donc notamment dans ce 4e grand thème, la question de comment les parents se représentent l'histoire préadoptive de l'enfant, son altérité, souvent ce qui aide à penser l'altérité est la visibilité de cette altérité dans la situation d'adoption internationale, mais aussi l'altérité par rapport à cette histoire singulière et cette histoire de vie. Et je vous ai mis donc une citation de cette mère qui s'embrouille un peu quand elle évoque justement l'histoire de son fils et qui dit « c'est comme si c'était une histoire entre lui et lui, entre lui et son pays, entre lui et son histoire. C'est une histoire entre lui et son histoire. L'histoire devient comme un objet tiers dont les parents ont parfois du mal justement à s'approprier. Ils ont du mal à coécrire l'histoire de leur enfant. » La deuxième étude qualitative dont je voulais vous parler, c'est celle qui concerne les premières rencontres. Donc c'est Aurélie Arf qui l'a menée, et elle est allée à la rencontre justement de parents pour leur demander qu'ils racontent le moment clé, ce petit moment justement qui va faire la grande histoire, de la première rencontre. Et donc ce qu'il ressort, c'est 3 thèmes principaux. La scène où l'enfant est confié aux parents, décrit parfois comme un moment magique, un moment émotionnellement assez extraordinaire, mais parfois aussi comme un moment d'inquiétude et de solitude. La description de l'orphelinat et des conditions de vie occupe une place importante dans cette première scène. Le deuxième thème qu'on retrouve, c'est la découverte du corps de l'enfant, et surtout des fois dans la situation de santé précaire, avec une angoisse très importante des parents quant aux séquelles physiques et cognitives possibles. Le troisième thème, c'est les premières interactions parents-enfants, avec donc parfois, quand les enfants sont justement dans des situations de détresse, des réactions de rejet ou d'agitation qui vont surprendre les parents, qui vont être très loin de ce qu'ils s'imaginaient après un parcours parfois difficile d'adoption au moment de cette première rencontre, et qui vont les laisser avec beaucoup d'angoisse et d'interrogation. Donc globalement dans cette étude, la plupart des sous-thèmes relatent d'expériences extrêmement difficiles pour ces parents et questionnent une dimension quasiment traumatique dans la première rencontre, avec justement une difficulté à raconter l'histoire et la rencontre. Alors enfin, je voulais finir sur justement une vignette clinique à partir de notre consultation Adoption Internationale. Donc c'est une consultation qui est issue, comme l'expliquait Marie-Rose Moreau, de la consultation transculturelle. Donc on reçoit toute la famille, on est un petit groupe de thérapeutes, en général 3. Il y a plusieurs modèles théoriques de référence, et je vous ai noté que c'était un dispositif à rôle et géométrie variable. Je devrais rajouter que c'est quasiment des fois un dispositif à théorie variable, et on va aller chercher différentes théories, c'est une approche finalement très intégrative, en fonction de ce qui va nous sembler le plus pertinent pour comprendre et accompagner la famille. Je devrais rajouter également qu'on dispose d'une supervision auprès du professeur Gols. Alors voilà, la situation clinique que je voulais vous présenter, c'est celle de Julie et de ses 3 mamans. Ça fait beaucoup de mamans. Alors, en fait, Julie, elle a 12 ans, elle est en 6e, et elle a des gros problèmes de comportement et des problèmes scolaires. C'est donc une adoption par 2 mamans qui viennent extrêmement inquiètes sur conseil d'une amie qui leur a parlé de notre consultation, parce que Julie a allégué un abus sexuel, c'est allé très loin, jusqu'aux urgences médico-judiciaires, et donc la rencontre avec le psychiatre avec lequel elle a fini par avouer qu'elle avait menti les a laissées très inquiètes, puisqu'il leur a parlé de troubles psychiatriques importants.
il y a eu un bilan psychologique qui avait été effectué qui allait dans le sens d'un trouble hyperactif. Et donc elles ont débuté un suivi psychologique, mais la psychologue leur a dit qu'il fallait à tout prix aussi un avis psychiatrique. Donc c'est un peu dans ce contexte qu'on les rencontre, avec donc cette idée de ne surtout pas psychiatriser la situation et leur enfant, puisqu'elle considère que tout ce que montre Julie est surtout l'expression justement de son histoire singulière. Et cette histoire singulière va nous être racontée très rapidement, puisqu'en fait Julie demande à sa maman, alors il y en a une qui se nomme Maman et l'autre Mamoun, c'est comme ça qu'elles ont résolu la question des deux mamans, et donc elle demande tous les soirs à sa maman de lui raconter leur histoire. Alors raconter leur histoire, c'est lui raconter quand elle l'a rencontrée pour la première fois à 4 ans dans l'orphelinat, c'est lui dire qu'elle était dans cet orphelinat en Haïti depuis l'âge de 18 mois, c'est lui dire que de tout ce dont elle dispose d'avant l'âge de 18 mois, c'est du nom de sa mère, nom de la mère qu'elle a recherché désespérément dans les listes au moment du tremblement de terre en Haïti. C'est lui raconter son arrivée en France et sa capacité d'adaptation à la vie française, l'expression est de la maman. C'est cette maman justement qui a fait les démarches seule, puisque adoption en tant que célibataire officiellement, et c'est cette Mamoun qui s'est approprié également ce parcours et ce désir d'enfant beaucoup plus progressivement et qui reste souvent en position de tiers. Alors Julie justement a des troubles du comportement surtout sur une thématique sexuelle, elle peut tenir des propos très indécents, elle dessine des sexes d'hommes partout dans la maison, elle est assez difficilement même contenue au début de nos consultations. Et donc les mamans se questionnent énormément sur, et ça occupe la grande partie de la première consultation, sur le fait d'être un couple de mamans par rapport à cet enfant. Et Julie les attaque énormément sur ces questions. Alors elle arrive, et c'est ce que j'ai essayé un peu de vous représenter avec ces mots, elle arrive absolument pas les mains vides à la première consultation. Dès l'instant qu'elle a appris qu'elle allait en consultation adoption internationale, elle a fait un énorme dessin sur lequel elle a éparpillé ces mots que je vous ai représentés: couleur, sexe, Haïti, honte, réalité, rêve, maison de Solène qui était barrée sur son dessin parce qu'elle pensait qu'on allait lui examiner le cerveau. Mais le couple, elle avait également dessiné, je vous ai pas refait les dessins, elle avait également dessiné le couple de ses mamans barrées également, et un couple à côté de Rêve, sa maman avec un homme. Donc voilà, les mamans sont très inquiètes sur ce thème-là, ce qui fait dire à l'un des co-thérapeutes à un moment, ça doit être difficile d'avoir 2 mamans. Et là, Julie se retourne vers lui et lui dit non, ce qui est vraiment difficile, c'est d'en avoir 3. Et à partir de là, on s'est énormément appuyé sur ces mots, et on s'est rendu compte justement que par exemple, la honte pour les mères, c'était la honte d'avoir un couple, d'avoir pour parents un couple homosexuel qui sont dans un petit village en campagne un peu plus loin de l'Île-de-France. Et Julie d'expliquer que la honte, c'est d'être traitée de noir au collège et que ça n'a rien à voir avec le couple de ses parents. Finalement, de dire également qu'elle attend avec impatience que ses mamans puissent se marier pour qu'enfin sa mamoune puisse aussi devenir son autre maman officiellement. C'est justement toute la question autour de cette filiation biologique qui n'était pas racontable, où Julie fantasmait aussi sur une thématique sexuelle que sa mère biologique pouvait être une prostituée. Et c'est donc finalement avec ce puzzle dans le désordre, refigurer et configurer un récit justement avec les 3 voix des 2 mamans et de l'enfant. Et ça me fait penser justement à des choses qu'a repris Ricoeur de la poétique d'Aristote, à savoir les différents niveaux de mimésis, où là on voyait que Julie est venue avec des éléments préfiguratifs, elle nous amène justement des mots qui vont nous permettre d'amener le récit, et ça va être notre travail narratif auprès de la famille, de pouvoir reconfigurer un récit cohérent et qu'ils vont pouvoir coécrire tous ensemble. Voilà, je vous remercie.